Je voudrais vous parler ce soir du vendredi 5 septembre de la langue française et de sa supériorité, ou du moins des raisons de sa supériorité objectivement observables. Je rappellerai qu'en effet, les mots français et les mots du français ont fasciné les peuples autour de nous, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Allemagne, en passant par la Russie et toutes sortes d'autres pays, y compris d'ailleurs les pays du Maghreb, qui eux aussi sortent de mélange. Ils utilisent beaucoup de mots français, en tout cas dans la langue orale, dans le dialecte, comme on dit. Alors, beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi, qu'est-ce que la langue française a de si extraordinaire? Et on se pose d'ailleurs la même question concernant le latin, autrefois, et concernant l'anglais aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ces langues ont une supériorité bon. Alors, de toute façon, on est à peu près dans un même processus, de toute manière. Le latin a donné naissance au français, et le français a marqué considérablement le développement de l'anglais depuis le XIe siècle, tout au long du deuxième millénaire de notre ère chrétienne. Donc, il y a là quelque chose il y a un mystère de cette pénétration. On ne parle pas ici véritablement du nombre de personnes qui apprennent la langue en française, du nombre de pays, du nombre de peuples qui parlent le français. On parle de l'entrée des mots français au sein de langues comme les langues germaniques ou comme les langues slaves ou comme les langues sémitiques, y compris l'hébreu d'ailleurs, qui est une langue qui est de plus en plus francisée, ou en tout cas de plus en plus latinisée, en dépit du projet initial qui était d'en faire une renaissance de la langue d'origine. Mais là, il y a une quantité industrielle de mots français ou francisés, ou qui sont passés par le russe d'ailleurs, ou qui sont passés par l'allemand, ou par l'anglais, mais enfin qui sont quand même qui ont un côté français. Et ce qui est d'ailleurs assez normal, puisque de toute façon c'est un pays où les gens parlent des tas de langues, et donc c'est normal quelque part que l'hébreu soit le miroir de cette diversité linguistique. Alors la question donc reste posée, qu'est-ce qui fait la supériorité de la langue française, et qu'est-ce qui fait la supériorité de ces trois langues qui se sont succédées, on pourrait dire au premier millénaire de l'ère chrétienne, ça a été encore le latin, puis au deuxième millénaire, ça a été le français, et puis au troisième millénaire dans lequel nous sommes entrés, ce serait l'anglais, par exemple. Bon. De toute façon, il y a des dettes considérables entre ces trois langues. Eh bien, ma réponse, j'en ai déjà parlé dans d'autres causeries, mais dans d'autres contextes aussi, c'est la question des préfixes. Le français, pour ne parler que de lui, est une langue préfixale. C'est-à-dire, quand je dis langue préfixale, je veux dire une langue qui a maintenu, parce que toute la question, c'est le maintien de la cohérence initiale d'une langue. Hein. Une langue, ça évolue, il y a des déperditions, il y a des corruptions, il y a des dégradations. Donc, la langue française aurait maintenu le cap de sa structure fondamentale, et qui, à mon avis, d'ailleurs, est le propre de toute langue qui se respecte. Donc, la langue française, serait une langue idéale, en fait. C'est-à-dire une langue qui aurait maintenu sa dualité structurelle. Et quand je dis dualité structurelle, j'entends non pas la question classique du masculin et du féminin, ou du singulier ou du pluriel, ou du futur et du passé. Non, ça c'est ou de créer des phrases positives ou des phrases négatives. Enfin, non, c'est pas ça dont on parle. On parle véritablement de cette dualité qui est la dualité du cum et du dé, hein, pour simplifier, hein, du 10. Il y a un temps
chaque chose, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour se rassembler, pour le koum, pour le ko, pour le syn en grec, syn, synthèse, etc., synonyme, et il y a un temps pour la dispersion, pour la dislocation. Vous voyez, j'emploie exprès des mots en 10 pour indiquer cette période inverse. Dislocation des empires, dislocation des ensembles, dislocation du consensus, et passage, j'en parlerai pas spécialement là, passage du collégial, du collectif, à quelque chose de l'ordre de celui qui sort du rang, hein, celui qui se distingue, hein, qui est une sorte de personnage comme ça, qui, un peu comme Napoléon, qui succède à la Révolution française avec sa collégialité, sa diversité, etc. Enfin, sa diversité, c'est-à-dire sa collégialité, c'est-à-dire une sorte de mot d'ordre que tout le monde doit respecter, mais qui finalement est relativement abstrait quelque part. Donc à un moment donné, on préfère que ça s'incarne dans un personnage. Et donc il y a une phase d'incarnation qui met fin à une phase de collégialité. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Ce que je veux dire par là pour l'instant et assez brièvement, c'est que le français est une langue qui a cette structuration fondamentale au niveau du signifiant et pas au niveau du signifié. Hein. C'est-à-dire qu'en français, le signifiant est déjà un signifié. Quand un mot commence par RE, ou par DI ou DIS, c'est déjà du signifié. On n'a pas besoin de coller par-dessus du signifié pour que ça fasse sens. On va pas, vous savez que la grande thèse des linguistes, c'est de dire que les mots sont interchangeables, qu'il y a l'arbitraire du signe, et que n'importe quel mot peut vouloir dire n'importe quoi quand on le convient. Bien non, là, en l'occurrence, il y a des mots qui sont utilisés pour certaines choses, je dis bien des mots, qui par leur structure même, par leur combinaison même, par la présence du préfixe co, comme, co, indiquent qu'ils sont là pour des périodes où il faut se rassembler, et il y a des périodes, ce que j'appelle la cyclologie linguistique, où les mots sont là pour indiquer qu'il faut, comment dirais-je, se décider. Hein. Le mot décider est aussi un mot qui a un sens de plonger, de tomber, d'aller plus loin, de se mettre d'accord sur autre chose, et notamment d'accoucher d'un leader providentiel. On en parlera. Et donc, cette qualité de la langue, bon, d'ailleurs même les Français ne sont pas forcément conscients, hein, sont un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans savoir, eh bien ils font de la dualité linguistique, de la dichotomie linguistique, de la dialectique linguistique sans le savoir, mais malgré tout, quelque part sur le plan subconscient, on le sent, on le sait, et il y a un confort, il y a une ergonomie qui est quand même tout à fait ressentie. Et il y a une filiation, effectivement, puisque quand même, de cette manière, les atouts préfixaux du français, il ne les a pas inventés, il les a empruntés vraisemblablement au latin, et de la même façon, l'anglais a emprunté lourdement et massivement au français. Si ce n'est que l'anglais, c'est une langue quand même qui est beaucoup moins parfaite que le français, parce que justement, il y a cette langue hybride, et qu'il faudrait que les gens l'apprennent en étant beaucoup plus conscients du rôle des préfixes ou des particules, parce qu'en anglais, les préfixes sont souvent après, ce sont souvent des suffixes. Hein. I go out, c'est quelque chose c'est quand même intéressant aussi. C'est-à-dire que là, il y a une suffixation par la particule qui est quand même assez structurante également, il faut le reconnaître. Les langues, par exemple, il y a des langues qui, à mon avis, n'ont pas cet avantage. Il faudrait donc, moi je ne suis pas du tout pour dire que toutes les langues sont sur le même plan. Il faudrait voir du côté
il faudrait faire une sorte d'atlas, enfin de préfixal de toutes les langues et voir comment elles sont dotées au niveau préfixal, au niveau de leur structure préfixale. Euh, je ne suis pas certain que toutes les langues soient dotées de la même façon, ou qu'elles le soient encore, ou elles ont peut-être pu l'être et puis ne plus l'être. Mais je dirais que le français est une langue tout à fait extraordinaire, mais qui n'est pas comprise, qui n'est pas perçue exactement comme cela. Donc les gens continuent à être fascinés par cette langue. L'anglais a conservé des milliers de mots français, mais il ne sait pas forcément pourquoi. Et quand on apprend l'anglais, on apprend forcément le français. Donc, et quand on apprend le français, on apprend quelque part aussi le latin. Donc là, il y a une grande filiation intéressante. Il faudrait voir comment ça se passe en grec, comment ça se passe en allemand, en hébreu, en russe, etc. pour constater qu'effectivement, on n'a pas la même cohérence. Et j'ai déjà condamné même en anglais, ce problème, n'est-ce pas, de l'incohérence parce que finalement, c'est ce qu'on appelle la morphosémantique. Morphosémantique, c'est l'idée que la forme même de la langue, du mot, qu'on peut déjà. J'ai une grand-mère qui était professeure, qui était institutrice et qui a laissé à sa mort une méthode d'orthographe très intelligente. Elle s'appelait Claude Jonquière de son pseudo. Et d'ailleurs, on peut trouver des choses sur elle sur YouTube. C'est une poétesse juive, une romancière juive assez peu connue, assez méconnue, qui est morte en 1957, à 72 ans. Et donc, on a des cohérences. Vous savez, les Juifs parlent beaucoup des cohérences de la langue hébraïque, des chiffres, etc. Mais en fin de compte, la poésie, par définition, c'est aussi une sorte de quête de cohérence du signifiant. Hein. En poésie, on rapproche les mots qui se ressemblent, les signifiants qui se ressemblent. On ne parle pas de... On ne va pas rapprocher des mots qui ont... On ne va pas rapprocher des synonymes, par exemple. On ne rapproche pas des synonymes en poésie quand les synonymes n'ont absolument pas la même structure, la même rime, etc. Donc la poésie est fâchée avec les synonymes. Et d'ailleurs, les synonymes, c'est ce qu'il y a de pire, en fin de compte. Les synonymes, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde, à la limite. Hein. Des mots qui sont vraiment différents, dont on nous dit qu'ils sont identiques. Là, on est en plein dans le passage du signifiant au signifié. Donc, le signifié prend le pouvoir sur le signifiant et impose sa loi, qui est une loi orale, qui décrète que des mots complètement différents auraient le même sens. Hein. Et ça, c'est aussi une faiblesse de l'anglais, parce que l'anglais, malgré ses emprunts au français, c'est quand même très laborieux. Si on prend par exemple la série si on prend par exemple le verbe prendre et tous les préfixes qui sont liés au verbe prendre, apprendre, surprendre, comprendre, entreprendre, eh bien, on a une continuité, donc on devrait apprendre le français comme ça, à partir de une dizaine ou une quinzaine de radicaux qui ensuite se combinent avec un certain nombre de préfixes. Et là, on a la langue française dans ce cas-là de plus central. Une langue, c'est pas les objets, les noms des objets. Une langue, c'est fondamentalement le verbe. Le verbe est tout ce qu'on peut faire avec le verbe. Hein, et puis le substantif, évidemment, qui dérive des verbes. Le reste, ce sont des additions, comme on dit adjectif ou adverbe. Donc l'anglais, lui, quand nous on dit comprendre, lui dit understand. Quand on dit apprendre, on dit learn. Quand on dit voilà, enfin, quand on dit entreprendre, ça, il y a tantôt il va dire surprise comme nous on le fait pour dire surprise, mais il peut aussi dire comprise, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que c'est pas lumineux, c'est pas d'une clarté extraordinaire, c'est pas d'une ergonomie extraordinaire l'anglais. C'est un mélange, par exemple pour dire la fin on dit the end, mais l'adjectif c'est final.
Oui. Donc on passe constamment, c'est ce qu'on appelle une diglossie. C'est une langue double qui tantôt, c'est comme l'arabe, hein, tantôt quand l'arabe parle, tantôt il emploie le mot en arabe, à un autre moment il va employer l'expression en français, et il jongle comme ça avec les deux langues. Ben, au fond, l'anglais c'est tout à fait pareil. Donc on ne peut pas réellement dire que l'anglais mérite d'être le successeur du français, et je milite en faveur du retour comme langue mondiale du français et l'abandon de l'anglais.